comme je me rends compte qu'il n'y a pas seulement que la Société d'histoire, la Société Saint-Jean-Baptiste qui s'intéresse à l'histoire. Il y a beaucoup de monde, on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de monde, on est bien chanceux. Il manquait juste le conférencier, puis là, je commençais à palpiter dans la rue. Je me demandais, est-ce qu'il va venir ou pas? Bon, alors, M. Saint-Arnaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prof d'histoire. C'est un prof qui donne aussi des conférences un peu partout sur l'histoire. Ça touche à beaucoup de domaines. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Patriote. Il était comme panéliste à la fête des Patriotes à Victo. Puis, il a brossé un tableau de toute l'histoire du Québec. Il m'a vraiment frappé. Ça m'a étonné de voir qu'il connaissait aussi bien l'histoire du Québec, entre autres. C'est quelqu'un qui a aussi été le concepteur du projet Classe Musée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans les écoles. Entre autres, Alain Rouilly, ici à la Polyvalente, vous connaissez peut-être. Si vous allez dans sa classe, vous allez voir que tous les murs sont tapissés de l'histoire. Il y a aussi, je pense qu'il est comme chargé de cours à l'université aussi, du 3e âge à Victo. Okay. Ça se donne à Victo ou... Okay. Bon. Conférencier aussi à Éduco-Pop Bois-Franc. Les sujets qu'il a traités dans ses multiples conférences, entre autres, c'est la culture amérindienne, les filles du roi, les femmes et la guerre, c'est ce qu'on va voir ce soir, le curé de campagne au 19e siècle, comme par exemple les fêtes victoriennes, vous avez participé à ça, j'imagine. C'est assez intéressant pour ceux et celles qui ont assisté à ça déjà. Et il va être aussi collaborateur à l'exposition Prendre un verre de bière Montminou. Ce sera à la petite école de Rance cet été, si vous avez la chance de faire un petit tour entre Tabasca et le Ranchico, l'ancien Ranchico. Ouais, ça s'appelle le Ranchico. Le Ranchico ou l'avenue Pidis. L'avenue Pidis. Moi, j'avais... Quand je suis né, en 42, j'ai connu un petit peu la guerre au moins pendant 3 ans. Puis, ce que je me souviens, c'est que mon père était commerçant, et puis il recevait des déserteurs pour cacher ce monde-là dans les poches de moulin, mais c'était des hommes. Puis, les femmes, moi, j'avais toujours prétendu que la femme, c'était... ça faisait des petits à ce moment-là, ça se mariait juste avant que le monde parte pour aller à la guerre, mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment un rôle pendant le temps de la guerre. Et là, c'est un peu ce que M. Saint-Arnaud, je pense, va nous montrer ce soir. Donc, c'est à lui que je laisse la parole. Allez, c'est parti. Juste avant, on va essayer de se mettre Oui, parce qu'évidemment, je déroule seul. Ah bon, oui, merci beaucoup. J'allais vous dire, oui, mais merci beaucoup de votre accueil et je suis content de voir que j'ai un auditoire très, très majoritairement féminin parce qu'on va parler des femmes, du travail des femmes pendant la guerre et je pense que vous allez, ça va vous intéresser. Je pense que vous allez peut-être retrouver, pas des souvenirs que vous avez vécus personnellement, mais sans doute des choses qui vous ont été racontées et qui vont des fois même être impressionnantes. Alors, si oui, on peut démarrer. Je vais parler de fermer la lumière et on va tamiser quelque chose d'autre, que ce soit plus facile à lire. Bon. Vos cartons aussi, c'est plus facile. Oh, il n'y a aucune difficulté avec mes cartons. Okay. Donc, on va parler ce soir des femmes et la guerre et on va parler du travail féminin, de l'implication des femmes dans l'effort de guerre de la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Juste pour qu'on se mette en contexte, on va regarder qu'est-ce qui se passe avant la guerre. Avant la guerre, vous le savez, c'est la fameuse crise des années 30, vous en avez entendu parler, c'est la Grande Dépression.
Le taux de chômage, à cette époque-là, est de 25 %, ce qui est énorme. Et 25 %, c'est le taux, je vous dirais, officiel. Dans certaines régions, on disait le taux de chômage frise le 50 %. Alors, essayez de vous imaginer qu'un travailleur sur deux n'a pas d'emploi. Et ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas travailler, c'était la Grande Dépression, il n'y avait pas de travail. Donc, on est dans ce contexte-là, et le travail féminin est très, très dévalorisé. Alors, pour deux raisons. La première, on dit que pendant la crise des années 30, une femme qui travaille, c'est une femme qui enlève le gagne-pain à un honnête père de famille. Alors, on disait ça. Tu fais le travail d'un homme. Et c'était aussi assez contraire aux valeurs familiales de l'époque où on disait la place de la femme, c'est pas au travail, c'est à la maison. Où retrouvait-on principalement les femmes au travail à cette époque-là? Donc, on dit avant la guerre. On trouvait les femmes principalement dans les manufactures de textiles, de tabac, de chaussures, où elles gagnaient environ, et là, vous situez, on est dans un contexte de crise, elles gagnaient environ 5 $ par semaine. Alors, c'est un salaire qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. On trouvait aussi les femmes dans le travail domestique, alors principalement dans les villes, chez les gens riches, comme par exemple dans le quartier que vous connaissez à Montréal, qui est Westmount, alors des femmes travaillaient comme bonnes. Mais pendant la crise des années 30, ce travail-là est très mal rémunéré. On a même retrouvé des cas qui ont été, ça a été documenté, où des femmes travaillaient comme domestiques gratuitement. Pourquoi? Parce que essayez de vous imaginer le père de famille qui a 7-8 enfants, il n'a pas d'emploi, l'assistance sociale n'existe pas, l'assurance chômage n'existe pas. Comment vais-je faire pour nourrir ma famille? Et là, j'ai une fille de 15 ans, de 16 ans, qui pourrait trouver une place de bonne où elle serait logée et nourrie. Bien, tu vas aller travailler là, ma fille, et c'est pas payé, mais tu vas être logée, nourrie. Alors, on ne va pas se priver de ça. Donc, on a retrouvé des cas où des femmes travaillaient gratuitement pendant la crise des années 30. Mais essayez de vous imaginer qu'à cette époque-là, donc, le travail féminin, ça n'est pas valorisé, c'est pas une chose là, qui est socialement très reconnue ou très, très appréciée. On va y aller une autre fois. Donc, en 1939, le 10 septembre 1939, le Canada déclare la guerre à Adolf Hitler, Hirohito et Benito Mussolini, le Duce. La déclaration officielle de guerre, l'entrée de la guerre a été officiellement déclarée le 3 septembre. C'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et l'Angleterre s'est tournée vers le Canada pour dire « j'ai besoin de ton aide ». Et le premier ministre de l'époque, qui était Mackenzie King, avait dit « je vais convoquer le Parlement, je vais demander aux députés si on est d'accord, mais on savait tout le monde que ça allait y être ». Et le 10 septembre, les députés ont très majoritairement voté pour l'entrée en guerre. Et donc, c'était le Canada qui entrait dans ce mouvement-là. Et là, c'est une guerre totale. Ça veut dire quoi, guerre totale? Ça veut dire que toutes les ressources du pays, on parle des ressources humaines, des ressources matérielles, les ressources naturelles, les ressources économiques, tout ce dont nous pouvons disposer va être mis au service de la guerre. Il faut gagner cette guerre-là et nous allons faire un effort absolu pour gagner cette guerre-là. Et ce que ça implique, c'est que le gouvernement va faire appel à toutes les ressources humaines, ça implique les femmes. Et là, on va demander aux femmes de s'impliquer dans l'effort de guerre à 3 niveaux. D'abord, sur le front économique. Sur le front économique, ça veut dire par leur travail. Et deuxièmement, par les sous qu'elles peuvent mettre de côté pour l'effort de guerre. Deuxièmement, sur le front domestique. Tu es une mère de famille, tu ne travailles pas. Comment, à la maison, peux-tu supporter l'effort de guerre? Et là, on va donner aux femmes des méthodes. Et vous allez voir, des méthodes très raffinées pour supporter l'effort de guerre, même si tu n'es pas au front, même si tu n'es pas au travail. Et finalement, sur le front militaire, parce qu'on va voir que les femmes vont s'impliquer dans l'armée, ce qu'elles n'avaient pratiquement pas fait pendant la Première Guerre mondiale, elles vont le faire pendant la Deuxième. Et ce qu'on va développer chez les gens, et particulièrement chez les femmes, c'est l'esprit de guerre. Et comment va-t-on y arriver?
on va utiliser la propagande. Et la propagande, à l'époque, la télévision n'existait pas. On va utiliser les affiches, les journaux, on va utiliser toutes les méthodes, la radio, pour convaincre les gens, et particulièrement les femmes, que quand tu te lèves le matin, tu penses guerre. Et tu vas penser guerre jusqu'au moment où tu vas aller te reposer, puisque tu vas aller te coucher le soir. Tu vas penser guerre à toutes les minutes de la journée pour chaque chose que tu vas faire. Et on va voir comment ça va se traduire. Donc, on va commencer par le front économique. Bon. Le front économique, je vous ai dit, c'est deux choses. D'abord, le travail. On va demander aux femmes de venir travailler en usine. Et là, essayez de vous imaginer que pendant la guerre, il y a 600 000 Canadiens, c'est pas rien, 600 000 Canadiens vont devoir s'enrôler et devoir s'engager dans l'effort de guerre. On parle des hommes. Alors, 600 000 Canadiens, on les prend où? Principalement dans les manufactures. Alors, donc, les usines se vident d'hommes, et là, les employeurs ont besoin de main-d'œuvre. À qui va-t-on faire appel? On va faire appel aux femmes. Alors, on a besoin de femmes, et qui va-t-on engager? On va engager des célibataires. Ça, c'était la norme, tu sais, quand tu es une célibataire. Mais avant la guerre, on disait une femme mariée, ça, non. À l'usine, ça ne va pas. Pendant la guerre, on manque tellement de main-d'œuvre qu'on va dire les femmes mariées peuvent venir. Oui, mais mes enfants, que vais-je faire de mes enfants? On va dire, amène-les tes enfants. Il va y avoir une garderie à côté de l'usine. Et on va ouvrir des garderies. Tu sais, aujourd'hui, on dit, les réseaux de garderies, c'est difficile, il faut faire ça. Pendant la guerre, on avait tellement besoin de main-d'œuvre qu'on a fait ça pour les femmes. Et les femmes vont faire quoi en usine? Avant, on disait, les femmes vont travailler dans les usines de textile, tu sais, vont tricoter le travail léger. Là, maintenant, on a besoin de soudeuses, de mécaniciennes, d'électriciennes, des métiers lourds. Et vous savez qu'au départ, les employeurs n'étaient pas très contents. Tu sais, ils n'ont pas fait ça de gaieté de cœur à aller chercher les femmes. Parce que ils se disaient, est-ce que les femmes vont être capables de faire le travail des hommes? Est-ce que les femmes vont être capables de nous donner la qualité de travail, le rendement que les hommes nous donnent? Alors, en partant, il y a un préjugé qui est assez défavorable. Et là, regardez, vous voyez les femmes qui vont s'impliquer là-dedans. Donc, ici, on voit une fabrique d'obus. Vous pouvez, vous voyez ici encore une fabrique d'obus. Ce que vous voyez ici, c'est la base des obus qu'on va visser avant. Vous pouvez y aller encore. Bon, et vous voyez, on fait, quand je vous dis on utilise la propagande, ce que vous voyez ici, c'est une publicité qu'on a retrouvée dans les journaux. Je suis de l'armée de production. Donc, je vais travailler en usine et je sers la guerre. Et là, ici, c'est la Canadienne General Electric qui fabriquait des outils de communication pour la guerre. Vous voyez encore, ici, c'est une usine, probablement une usine de munitions. Et vous voyez, les femmes travaillent en salopette. À l'époque, le port du pantalon pour la femme, c'était pas très à la mode. Là, maintenant, les femmes disent, pour travailler, le confort fait que le pantalon nous irait mieux, ben on va porter le pantalon. Vous voyez une ouvrière tourneuse. Vous pouvez y aller encore. Alors, elle aide. Et vous voyez comment la stratégie de communication, elle aide à bombarder l'Allemagne. C'est pas rien, là. On dit, aujourd'hui, là, t'es pas juste venu poser quelques vis, là. Tu nous aides à gagner contre Hitler. Chaque vis que tu poses, c'est un coup de poignard à Hitler. Viens donner ton coup de vis. Puis bon, alors, on va travailler beaucoup là-dessus. Encore une fois. Vous voyez, c'est la fabrication ici d'un engin de guerre, là, où il faut suivre un modèle. D'ailleurs, il y avait une phrase que courut à un moment donné au travail, c'est que si au départ, le jugement des patrons n'était pas très favorable aux femmes, rapidement, ça va changer. Parce qu'ils s'aperçoivent que les femmes, parce qu'elles savent le travail fin, la motricité fine, parce qu'elles tricotent, parce qu'elles font toutes sortes de choses, les femmes ont une habileté naturelle et elles sont très habiles, très minutieuses et finalement fournissent un rendement qui est parfois supérieur à celui des hommes. Donc, ça va changer. Et une phrase qui va courir, c'est que, écoute,
Finalement, la formule pour remplir un obus, c'est pas bien plus compliqué qu'une recette de gâteau. Donc, on va y aller avec ça. Alors, voyez à quoi pouvaient ressembler les usines à cette époque-là. On continue encore. Alors, vous voyez, ce sont des images qui ont été prises dans des usines de guerre où on voit très bien là, que les femmes, là, on n'est plus dans le tricot, là, on n'est plus dans le textile, on est loin de ça. Et c'est vraiment s'impliquer à tous les niveaux et dans tous les corps de métier. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, en 1941, il y a 40 000 femmes qui vont être impliquées au Canada. 40 000 femmes vont s'impliquer dans l'effort de guerre. Mais plus on avance, plus on a besoin d'hommes, plus on manque de main-d'œuvre et plus les femmes. Alors, en 1941, 40 000 femmes. En 1943, 2 ans plus tard, 230 000 femmes vont travailler à la production de guerre. Alors, c'est énorme, c'est pas comme une petite affaire. Est-ce que le travail féminin va faire l'affaire de tout le monde pendant la guerre? Non. Il va y avoir des campagnes de dénonciation. On va dire, ça n'est plus, il y a toujours des gens qui vont continuer à dire ça n'est pas la place de la femme à l'usine. La place de la femme est toujours au foyer. Et on va décrire les usines comme des lieux de perdition. Et on va dénoncer de façon particulière les femmes qui travaillent sur les quarts de nuit, là, sur ce qu'on appelle le chiffre de nuit, là, parce qu'on avait besoin de femmes sur le chiffre de nuit. Et là, on disait c'est la promiscuité, c'est peut-être des fréquentations, et plus encore. Donc, on va dénoncer beaucoup il va y avoir une campagne de dénigrement du travail féminin. Alors, toutes ces usines-là nous montrent ça. Et j'attire votre attention sur la chose suivante. Vous voyez l'obus qui est ici. Dans ma classe musée à Victoriaville, il y a quelqu'un qui m'avait donné un obus qui était à peine plus gros que celui-là. Et c'est un obus qui avait à peu près cette dimension-là et qui était à peu près de cette hauteur-là. Si vous prenez, et la tâche des femmes, souvent, c'était de prendre l'obus, de visser la base de l'obus et d'aller installer à l'intérieur une charge explosive. Quand on manipule un obus, n'importe qui ici, peu importe sa condition, va être capable de faire ça. En manipuler 2, 10, 15, 20, au 20e, vous allez dire, bah, j'ai le goût de faire d'autres choses. Ces femmes-là manipulaient des centaines et des centaines d'obus par jour. Tu sais, vous avez vu tantôt la première illustration de la femme qui était entourée là, de bases d'obus. Alors, ces femmes-là manipulaient des centaines et des milliers d'obus par jour. C'était terriblement difficile le travail qu'elles faisaient. À un moment donné, il y avait un document audio où il y avait le témoignage d'une femme. Puis, le commentateur lui posait la question, vous, madame, vous faisiez quoi pendant la guerre? Et la femme a répondu, moi, pendant la guerre, monsieur, j'ai fait 2 choses. Elle dit, premièrement, j'ai fait de l'argent, parce que j'étais bien payé, puis, tu sais, c'était quelque chose, on faisait des sous. Et la deuxième chose, c'est quoi? Elle dit, monsieur, je me suis fait des bras. Elle travaillait dans une fabrique d'avions à Montréal, et sa tâche à elle, vous savez, les petits avions de guerre étaient recouverts d'une structure en verre là, qui recouvrait le pilote. Vous savez ce que je veux dire? Alors, elle devait prendre ça sur ses bras et aller la déposer là où c'était assemblé sur les avions. Elle passait son temps à faire ça, à déménager des charges. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'argent, je me suis fait des bras. Les femmes travaillaient très dur. Alors, c'était le... Alors, on continue. On peut... Alors, voyez, quand je dis de travailler sur des obus, là, c'est pas... elles vont manipuler des dizaines et des centaines et des milliers d'obus chaque jour. On peut y aller encore. Alors, ici, matériel de transport. Aussi la couture, mais les femmes qui travaillaient dans les fabriques de couture, maintenant la couture va être recyclée à des fins militaires. Ça veut dire que là où on fabriquait des vêtements pour hommes,
Maintenant, on va fabriquer des uniformes, on va fabriquer des parachutes, on peut y aller encore. On va fabriquer des parachutes, des casquettes. Et vous voyez, une femme là, quand même qui est relativement en jeu. On peut supposer qu'ici, c'est une fabrique d'uniformes, probablement. On n'a pas de pression. Une fabrique de casquettes. Probablement qu'ici, à Plessisville, je ne connais pas l'histoire précise de la ville, mais c'est presque sûr qu'à Plessisville, il y a dû avoir peut-être une ou deux petites usines là, qui ont réussi à avoir des contre-gaz. Oui, il y a des madames ici, Madame Beauchesne, Madame Michaud, Fournier. Oui. C'était les chaussures. Des chaussures, des bottes de... Ouais, vous autres, vous devez vous en... Madame Gérard aussi, Madame Marouin. Durant la guerre, ils peuvent vous en parler. Allez-y, Des voitures, des chaussures, Oui. d'autres choses. Les chaussures. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais dans la rue Savoie, là, où le... Ouais, c'est ça. Où les terrasses Fournier Centre, c'était l'usine de... Comment il s'appelait, donc? Fournier, là? Rudolph Fournier. Rudolph Fournier. Alors, vous voyez que... Et c'est sûr que tous les... mettez-vous dans le contexte avant et après-guerre. Avant la guerre, vous êtes un employeur et tout va mal, c'est la crise des années 30, il n'y a pas d'emploi, les gens n'achètent pas votre matériel. Et là, tout d'un coup, c'est la guerre. Et vous apprenez qu'il y a des milliers de soldats qui vont partir au front. Ce que vous faites, c'est que vous essayez d'intervenir auprès du gouvernement pour dire, écoute, j'ai une usine, j'ai une fabrique de bottes, de ce que je voudrais. J'aimerais avoir des contrats de guerre. Et il y a eu beaucoup de contrats. On distribuait le travail. Ça réglait en même temps le problème de chômage. Envoyer une usine de parachutes. Les garderies. Les garderies en milieu de travail, on dit aux femmes, ben, écoute, tu as tes enfants, mais on va s'en occuper. Est-ce que ça a eu du succès? Pas du tout. Non. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on disait, laisser ton enfant à l'usine, tu as l'air de quoi? Tu as l'air d'une mère indigne. Tu laisses le gouvernement s'occuper de tes enfants. En Russie, ils sont comme ça, c'est des communistes. Alors, tu sais, ça avait une très mauvaise presse. Alors, donc, les garderies, ça a eu un succès, je vous dirais, mitigé. Il y a quand même des femmes qui ont eu recours aux garderies, mais ça avait l'air un peu mère indigne quand tu faisais ça. Et la pratique pour les femmes qui allaient travailler en usine, c'était d'avoir recours à la famille, ou d'avoir recours à une voisine, quelque chose, même pas la garderie en usine, c'était plutôt mal vu. Alors, vous voyez, c'est des photographies de garderie, ça avait l'air de ça. Bon. L'autre, on est toujours sur le point économique. Ce qui va être très valorisé aussi, c'est le travail en milieu agricole. Il y a des centaines de milliers de cultivateurs ou d'ouvriers agricoles qui vont quitter leur fonction pour aller travailler dans les usines de guerre parce que c'est beaucoup plus payant. Alors donc, on va dire aux femmes, impliquez-vous dans le travail agricole et on va faire appel aux agricultrices qui travaillaient déjà fort et voyez, produire à outrance. Voilà mon cri de guerre. Voyez toujours comment la propagande là, agit ici. On avait besoin de quoi pour le front? On avait besoin de lait, avec lequel on faisait du lait condensé et aussi du fromage, beaucoup en quantité industrielle qu'on expédiait au front. On avait besoin de bacon, le porc ou menthe qu'on envoyait au front. Le lin aussi, la culture du lin pour le tissu était très recherchée. Comme on manquait de main-d'œuvre agricole, on a fait appel aux jeunes et particulièrement aux jeunes étudiants. Des vacances qui hâteront la victoire. Voyez, le mot victoire, c'est important. On a besoin de vous sur une ferme cet été. On proposait surtout aux jeunes étudiants, aux jeunes étudiantes, et là aux jeunes étudiantes, viens travailler sur une ferme cet été au lieu de perdre ton temps à niaiser. Et tu vas pouvoir te livrer un travail qui va être rémunéré. On promettait entre 15 et 25 sous de l'heure. C'est beaucoup à l'époque. Et là, vous voyez, bon, c'est conduire un tracteur, c'est donner à manger aux poules, c'est faire le train, c'est bon. Alors, c'est tout le travail agricole, tu vas te livrer à ça. Et l'idée, c'est de contribuer à l'effort de guerre. C'est important. On continue. Dernier volet économique, c'est le service volontaire féminin.
Alors ici, ce n'est pas du travail rémunéré, c'est du travail bénévole. C'est qu'on craignait beaucoup que les Allemands envahissent le Canada. On avait même repéré des sous-marins allemands, et c'est vrai, dans le Saint-Laurent, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler sûrement. Alors, on craignait un peu une invasion des Allemands, et on cherchait des méthodes pour se protéger d'une possible invasion. Alors, comment faire? Bon, ça veut dire qu'on va bâtir des bataillons féminins d'intervention qui vont avoir pour objectif de faire des pratiques d'obscurité. Alors, dans tel village, dans telle paroisse, là, sur le bord du fleuve, on fait des exercices d'obscurité. Si j'avais des avions allemands qui survolent le territoire, comme ça, ils ne seront pas capables de repérer le village. On fait aussi des exercices communs de premiers soins. Quelqu'un est malade, quelqu'un a été atteint par un obus, comment intervenir. Des exercices, comment éteindre un feu. Alors, un obus est tombé à quelque part, comment intervenir rapidement pour améliorer la situation. Et le service volontaire féminin aussi, il y a toutes sortes de tâches qui sont prévues pour essayer d'aider les militaires qui sont au front. Alors, ça peut être, par exemple, ou qui en sont venus en mauvais état. Vous voyez ici, soigner quelqu'un qui est un soldat. Ici, c'est faire des bandages. Là, c'est faire des colis pour le front. Bon, vous voyez, ici, c'est prendre soin des enfants, des soldats qui sont partis au front. Là. Alors, ça peut être dans une garderie à l'école. Donc, c'est toutes sortes de travaux bénévoles qui vont être faits pour soutenir, pour aider l'effort militaire. Et on va recruter des tricoteuses. Alors même, on va former des bataillons de tricoteuses. Et laissez-moi vous dire que ça va fonctionner. L'idée, c'est de demander à des femmes de tricoter pour des soldats. Vous voyez ce que tu tricotes ici, là? Vous voyez le soldat qui est ici, là, qui reçoit sa paire de bois. C'est pas rien ce que tu fais. T'aides à l'effort de guerre. Et on va recruter 35 000 tricoteuses. Ça va tricoter, ça va tricoter comme ça. Et savez-vous le gros avantage qu'on avait quand on tricotait pour l'armée? C'est qu'on avait la permission de tricoter le dimanche. Vous savez qu'à l'époque, on ne tricotait pas le dimanche. Moi, ma mère m'a déjà dit, elle tricotait un jour le dimanche sur le perron, puis il y avait des gens qui passaient, et on lui avait dit, ce que tu tricotes le dimanche, tu le détricotes le lundi. Le dimanche est le jour du Seigneur, tu ne travailles pas. Mais là, comme c'est pour l'armée, comme c'est pour l'effort de guerre, Monsieur le curé accepte une permission spéciale, tu vas pouvoir tricoter le dimanche. Je ne sais pas rien. Voyez au niveau économique, là, tout le travail, toute l'implication des femmes, essayez de voir le contraste par rapport à l'avant-guerre. À l'avant-guerre, les femmes, le travail féminin est dévalorisé, elles gagnent peu, c'est très limité. Et là, tout d'un coup, c'est littéralement une explosion. On les retrouve partout dans tous les corps de métier. Elles gagnent bien leur vie. Et non seulement ça, mais on les encourage à y aller. En dernier volet de l'implication économique sur le front économique, c'est qu'on va demander aux femmes de mettre des sous de côté pour la guerre. Alors, on va te demander d'acheter des obligations, et regardez le mot est là encore, de la victoire. Ce qu'on appelait aussi des bons de la victoire. Alors là, il y a toute une logique qui s'installe. Hein. Tu travailles, toi? Ben oui, monsieur, je travaille. Tu gagnes-tu? Ben, hey, on est plus à 15 années 30, je gagne, je gagne 20 piastres par semaine. C'est ben trop. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, les femmes avaient le goût, c'était privé beaucoup pendant la crise des années 30. Il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait rien. Là, elles ont des sous. Alors, pourquoi je ne m'achèterais pas du beau vêtement? Pourquoi je ne m'achèterais pas toutes sortes de choses? Ben non, il ne faut pas, parce qu'on a besoin de ça pour la guerre. À la place, tes sous, tu vas les mettre de côté. Et tu vas les mettre de côté, tu vas les faire fructifier pour la guerre. Donc, tu vas aller dans une institution financière avec ton épargne, ça peut être avec 10, 15, 20 $, et tu vas dire à l'institution, le représentant de l'institution, je veux, et là, il y avait un montant indiqué, 10 $, 15 $, 20 $, et ça, c'est de l'argent que tu prêtes au gouvernement
Et après la guerre, le gouvernement va te rembourser avec des intérêts. Et on promettait 3 d'intérêt là-dessus. Quand même, c'était beaucoup, là. Alors, vous voyez comment tout est centré sur la guerre. On peut y aller. Regardez cette affiche-là, comment elle est belle. Bon, je fabrique des bombes et j'achète des obligations. Acheter des obligations de la victoire. Bon, regardez comme il faut. D'abord, on met une femme. Et c'est une femme qui est très jolie, là, tu sais. Mais elle n'est pas habillée comme une Miss qui vient de gagner un concours de beauté. Même si elle est très belle, elle a un chiffon d'ouvrière, elle a une chemise d'ouvrière, et je fabrique des bombes. Sourire. C'est ça. Et tout est là pour dire, tu contribues à l'effort de guerre, et à deux niveaux, tu fabriques des obus et tu achètes des obligations. Comment ne pas être tombé sur le charme de... Alors, ici, là, vraiment, c'est la corde sensible. Qu'il ne leur touche pas. Et là, on comprend qu'on touche la morale. Acheter des obligations de la victoire, il y a une nouvelle émission. Et là, ici, c'est la main allemande. Et ici, c'est la main japonaise, l'empereur Hirohito, qui pourrait venir toucher à tes enfants. Veux-tu ça? Non. Tu ne peux pas résister à une annonce comme ça. C'est vraiment de faire vibrer la fibre maternelle là, pour... ça va même atteindre les enfants. Pas d'éducation nazie pour mes enfants. J'ai lu comment les nazis prennent les enfants tout jeunes pour en faire des brutes. Vous savez, là, dans les garderies qu'on disait tantôt, là, bon. Alors, j'estime que c'est à moi et aux autres mères canadiennes de faire comprendre à nos enfants qu'ils doivent s'imposer des sacrifices pour conserver leur liberté. Alors, c'est pourquoi je fais acheter chaque semaine à mes enfants des timbres d'épargne de guerre. C'est un peu comme des mini-obligations de la victoire. Je leur fais comprendre les bienfaits de la liberté pour laquelle combattent leurs aînés. Ils doivent donc, eux aussi, renoncer à quelque chose. Je leur explique qu'ils seront bien contents, quand ils seront grands, de recevoir 5 $ pour les 1 $ qu'ils auront épargné aujourd'hui. Tout est mis en œuvre pour que toutes nos économies, nos énergies aillent vers l'effort de guerre. Alors donc, c'était le front économique. Maintenant, on va passer au front domestique. Alors, le front domestique, là, on s'adresse aux femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Donc, elles n'ont pas de revenus et ne sont pas impliquées dans l'effort de guerre, dans l'effort de guerre en usine. Est-ce qu'elles peuvent contribuer à la guerre? Oh que oui. Alors, on va voir comment. Le serment de la ménagère. Je prendrai soin de ce que j'ai. Je n'achèterai que ce qu'il faut et je dépenserai avec discernement. On pourrait faire ça. Ce serait pas si fou, finalement. L'idée est la suivante. C'est qu'on a besoin, pour les nécessités de la guerre, de toutes sortes de produits. On a besoin de tissus, on a besoin de métal, on a besoin de choses. Et là, on te dit, écoute, il faut que tu comprennes que tout ce que tu peux économiser comme bien de consommation, tout ce que tu n'achètes pas, on peut l'utiliser pour la guerre. Limite ta consommation d'énergie, limite ta consommation de tissus, de tout finalement. Et ce que tu as, tu dois en prendre soin. Je vous donne un exemple, ta machine à coudre. Ta machine à coudre, là, si elle brise, pense pas pouvoir t'en acheter une nouvelle pendant la guerre. Tu vas devoir attendre la fin de la guerre pour t'en procurer une. Parce que on ne fait pas de machine à coudre là, pendant la guerre, ou très très peu. On ne fait pas de voiture automobile, ou très très peu. Donc, ce que tu as, tu dois en prendre soin et limiter ta consommation. Donc, quoi faire? Ben, tu as des vieilles choses. Faire du neuf avec du vieux. Alors ici, vous voyez, c'est un patron qui montre comment avec des guenilles, tu vas faire un très beau pyjama. Ton enfant va être heureux quand même et tu auras récupéré du vieux tissu. Les vieux vêtements seront bientôt
du dernier chiffre. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tes vieux vêtements, utilise toutes sortes de méthodes, de la teinture, ça peut être d'utiliser de la teinture pour leur redonner une couleur, pour raviver tout ça. Et regardez les lignes des vêtements. C'est une ligne militaire. Je ne sais pas si vous voyez là, mais on cherche à donner les... Pendant la guerre, est-ce que les Juifs vont rallonger ou raccourcir? Raccourcir. Ils vont raccourcir parce qu'on a besoin de 17 moins de 10. On peut y aller encore. Or, ce fut déjà un complet d'âme. Et on dit, regardez, c'est un grand magasin là, qui dit tu peux recycler tes vêtements et demain matin à 11h, il y a une démonstration pour te montrer aucun frais, puis poser toutes les questions que vous désirez. Viens à notre démonstration, on va te montrer comment recycler tes vieilles guenilles. Ce soir, on va faire de pas de papier avec ça. Alors, économiser le café. Vous voyez ici, le monsieur prend 2 cafés. Bien, arrête donc, tu sais. Un café, ça va être suffisant. On a besoin de café. On envoyait du café aux soldats. Hein. On en avait besoin, donc essaye de limiter ta consommation. Celle-là est magnifique. C'est une grand-maman qui a l'air absolument très gentille, qui est allée faire des emplettes, et là, on la traite de saboteur. Et pourquoi te traite-t-on de saboteur? Ce que le truc raconte, c'est que cette dame-là, cette femme-là est entrée dans un magasin et elle a vu qu'il y avait de la flanelle en spécial. Et elle a dit, ah, la flanelle. Et elle a acheté tout ce qu'elle pouvait acheter de flanelle, même beaucoup plus que ses besoins. J'en aurais au cas où pour faire ci, pour faire ça, pour faire tout ce que je veux. On lui dit, en faisant ça, tu sabotes l'effort de guerre. Tu sais qu'on a besoin de flanelle pour le front. Tu sais qu'on a besoin de flanelle pour les soldats. Tu sabotes. Tu es un saboteur. Alors, c'est pas rien quand même. Hein. Traiter une bonne et douce grand-maman de saboteur, c'est... Bon. Celle-là est une de mes préférées. C'est que on essayait d'expliquer aux gens que quand tu achètes un produit, choisis au moins un produit qui aide à l'effort de guerre. Ici, c'est une publicité de Modeste pour filles actives. Modeste, c'est quoi? Ce sont des serviettes sanitaires. Essayez de suivre. Comment une serviette sanitaire peut aider à l'effort de guerre? Et regardez la logique qu'on a construite. C'est une jeune fille très belle, excusez, je la cache. C'est une jeune fille, donc, qui est très belle et qui travaille dans une fabrique d'oubli. Elle dit ceci, moi, tu sais, je contribue à l'effort de guerre, je fabrique des oublis. Mais une semaine par mois, je suis moins confortable, donc c'est plus difficile, donc je suis moins productive. Mais j'ai découvert Modeste. Et grâce à Modeste, je suis plus confortable, donc plus productive. Donc, utiliser Modeste, on va contribuer à l'effort de guerre. C'est toute la logique. Celle-là aussi est merveilleuse. Probablement que tout le monde a déjà entendu parler de ça, des petites pilules rouges. Bon. On ne suivra pas un cours de chimie avancée pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites pilules-là. Je pense que c'était du sucre et pas grand-chose d'autre. Mais là, ici, ce qu'on dit, c'est que c'est une vie d'homme. Elle fait une vie d'homme, mais c'est une femme. Et le soir, là, elle s'écrase la pauvre. Ben, prends donc des petites pilules rouges. Le lendemain, à l'usine, tu vas être plus productif. Alors, l'idée, et tous les fabricants avaient compris ça, quand j'annonce mon produit, je dois lui trouver une utilité militaire. Je dois montrer aux gens que quand ils utilisent mon produit, ils servent l'effort de guerre. En faisant ça, mon chiffre de vente va s'améliorer. Et ça fonctionne. On peut y aller encore? Je voulais juste, avant d'aller là-dedans, je voulais juste vous dire des petites consignes qu'on donnait aux femmes. Par exemple, au niveau de l'énergie. On demandait aux femmes, dans ta maison, là, essaye de limiter ta consommation d'énergie. Utilise moins d'eau chaude. Ton bain, mets un petit peu moins d'eau chaude dedans. Tes lumières, tu as 60 watts, là. Une 40 watts, ça ne ferait pas l'affaire. Puis tes ampoules, là, essaye donc de les frotter. On dit aux gens, époussez vos ampoules, vous allez voir plus clair. Alors, c'était le genre de...
Oui, c'est ça, je peux bien en fonction de la guerre. Donc, l'autre, toujours sur le front domestique, ce qu'on va lancer, et on pense que, tu sais, ça a été inventé à Victoriaville là, il y a 20 ans, 30 ans, mais c'est pas vrai du tout, c'est la récupération. On va dire, les mesdames, ce sont des ménagères qui s'en vont en guerre. Aux pommes ménagères, aux pommes récupérées, métaux, chiffons, verre, eau, caoutchouc, papier, tout doit servir. Consultez votre comité local. Alors, principalement dans les grandes villes, je ne sais pas ici à Plessisville ce qui peut exister. J'ai parlé à l'archiviste de la ville de Victoriaville, et elle m'a dit que c'est nébuleux, il faudrait le fouiller. Chez nous, la collecte d'ordures sélectives de maison en maison, on sait qu'il y en avait pendant la guerre, mais on ne sait pas comment s'étaient faits les centres de récupération. Dans les grandes villes comme Montréal, on servait des sous-sols d'école, on servait d'édifices publics pour, tu sais, les gens allaient porter leur récupération là. Généralement, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, on récupère de tout, on peut y aller. Envoyez ici une très belle affiche. Ça, je pense que c'est une affiche qui était en France. Et regardez ce qu'on a fait. La ménagère en guerre. Alors, le bonnet, c'est un sac en papier. Ça, ici, c'est une poêle à frire. Ça, ici, c'est un tuyau de poêle. Du caoutchouc, ici, là, une bouillotte. Ici, c'est du tissu quelconque. Et là, ici, vous voyez des os. Et là, je ne sais pas trop ce qu'elle a dans l'autre main. Vous voyez, mais on a fait un personnage. C'est du pot de verre. Ça, ben oui, je pense que vous avez raison. Oui, c'est un pot en verre. Oui, alors, on a fait un personnage féminin, c'est important, d'objets qui peuvent être récupérés à partir de la maison. Alors, le rebut ne me rebute pas. Et encore là, c'est récupérer chiffon, métaux, caoutchouc, papier et tout ça. Ménagère, vous êtes en guerre. Voilà vos armes. Ne jetez rien qui puisse servir. Et là, bon, papier, métaux, les os, le chiffon. Alors, ici, on va juste s'arrêter une seconde pour se poser la question, à quoi servait, quelle était l'utilité militaire, par exemple, des métaux. Bon, les métaux, c'est clair, c'était pour fabriquer des véhicules de guerre, pour fabriquer des obus, pour fabriquer Mais les os? Les os, ça servait à quoi? Ça devait faire de l'engrais, je sais pas. Non. Non. Les os, on broyait les os, on en faisait de la poudre d'œuf et on en faisait de la colle. Et on se servait de ça beaucoup dans l'avionnerie, les fabriques d'avions. Il y avait une colle qui était faite à base d'eau, tout ça, alors c'était broyé. Les chiffons, bon, tout ce qui est dessus, c'est évidemment pour une forme parachute. Le gras de cuisson. Alors, on disait aux femmes, le gras de cuisson, tu fais quoi avec ça? Le savon. Hein? Le savon. Non, c'est Ça pas mal. faisait le savon. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que le gras de cuisson, dans le gras de cuisson, il y a de la glycérine. Et avec la glycérine, on fait de la nitroglycérine, qui est un explosif très puissant. Alors, ton gras de cuisson, ce que tu vas faire, tu vas le filtrer. Et pour enlever les impuretés, les résidus, et tu vas mettre ça dans un contenant, puis on va ramasser ça. Le papier, je vous montrerai tantôt le papier, à quoi ça servait d'utilité militaire. Ne jetez pas ça, le Canada en a besoin. Et vous voyez, c'est la brasserie Blackhorse, c'est la bière ici, comment dire ça. Alors encore là, la fabrique de papier, je vous dirai tantôt à quoi ça servait le papier qui était d'utilité militaire, c'est assez intéressant. Alors récupérer les vieux os, on en fait de la colle, ce que je vous disais tantôt, on en fait de la colle pour avion. Et là, on s'en sert pour les explosifs. Bon, ça c'est vraiment une très belle publicité. Vous voyez, c'est de la poêle à frire jusqu'à la ligne de feu. On voit ici 3 ménagères qui tiennent une poêle à frire. Et là, on voit le gras de cuisson. Et là, dans le gras, je l'ai dit, il y a de la glycérine pour Adolf Hitler, Benito Mussolini et Toro, qui est Hirohito, l'empereur du Japon. Et là, vous voyez, le gras de cuisson se transforme en obus et vient tomber sur un bateau allemand. C'est vraiment, tu sais, l'effort, toi, ménagère, là, qui pense qu'il ne peut rien faire, bien là, tu viens de nous aider à gagner la guerre. Alors, ça, c'est vraiment, tu sais, c'est de la propagande bien faite. Là,
Bon, une autre arme, disons, un élément de propagande qui est très important, c'est-à-dire un élément de la vie domestique, de la vie courante, c'est la beauté chez la femme. Alors, c'est la guerre, mais tu dois être belle. Ben, bon. Alors, vous voyez ici, je suis le mécanicien aux douces mains blanches, tout ça. Alors, c'est une femme qui manifestement travaille en usine, hein, elle tient une clé, là. C'est ça. On continue. Alors, moi, dans un concours de beauté, alors ne faites pas les ça, dis-je. Et là, c'est le salon Palmolive. Et regardez comment la femme est belle, hein, toute radieuse, souriante, tout ça. Elle n'a pas l'air d'une femme fatiguée d'une journée de travail. Bon, pourquoi être belle pendant la guerre? Quelle est l'utilité? Leur devoir, lui servir, elle l'inspirer. On disait, ta beauté, c'est la récompense de l'homme. Ça va le stimuler pour la guerre. Donc, ton mari travaille dans une usine de guerre. Mais, tu sais, c'est dur ce qu'il fait. Mais, oui, mais, tu sais, moi, je travaille à la maison tous les jours, tu sais, j'ai plein de choses à faire. Sois belle et tais-toi, hein, et on disait dans les publicités, quand votre mari revient du travail le soir, ne le contrariez pas. Et on disait, sois belle, inspire-le, ça va, chérie, ton temps est rationné, mais ce que je te trouve belle. Et c'est Palmolive, et ça fonctionnait, là, vraiment. Ah, bon. Un truc qui va devenir absolument introuvable pendant la guerre, c'est le bon nylon. Pourquoi le bon nylon était-il introuvable? Parce que le nylon est fabriqué à base de pétrole. Alors, on s'entend que le pétrole, on en a besoin pour mettre dans les chars d'assaut, puis pour mettre dans les avions, bien plus que pour fabriquer des bons nylons. Alors, les femmes qui aimaient, le bon nylon était apparu, je pense, dans les années 20-30, et les femmes aimaient beaucoup, le bon nylon, c'était un accessoire là, pour la beauté, c'était très recherché. Et si vous avez déjà regardé des films de cette époque-là, le bon nylon, à cette époque-là, portait toujours une couture. Il y avait une couture à l'arrière. Alors, pendant la guerre, comme le bon nylon devient trouvable, la technique qu'on va utiliser pour simuler le bon nylon, c'est qu'on va s'enduire la jambe, voyez, là, avec un pinceau d'une teinture, je ne sais pas si c'est du ND ou je ne sais pas trop quoi, une teinture qui simule un peu la couleur, comme un bronzage, et on va prendre, comme vous dites, un crayon à maquillage pour faire un trait derrière la jambe. Alors, j'ai pas de bon nylon, mais j'ai l'air d'en porter un. Cependant, les mères de famille, c'est-à-dire les mères de famille détestaient ça parce que, bon, quand il pleuvait, ça coulait et ça faisait des taches sur les draps, c'était pas très... en tout cas, bon, c'était... Alors, voyez, la beauté, c'est ça, la beauté t'amène à fréquenter des soldats et tout ça, et peut-être à marier un. C'est les mariages. Il y a eu beaucoup de mariages pour empêcher la conscription de l'homme. Et comme on essaie de limiter la consommation, on dit aux femmes, limitez votre consommation, mais ça ne fonctionne pas autant que le gouvernement voudrait. Alors, on va imposer un rationnement. Alors, tous les produits de base vont être rationnés. Le sucre, le café, le lait, la viande, l'essence, tout va être rationné. Comment ça va fonctionner, le rationnement? C'est que vous allez recevoir à la maison un petit carnet comme ça. Vous voyez? Le carnet va être identifié à votre nom. Et le nom, l'adresse, ici, bon, monsieur monsieur Bachand de Sherbrooke. Et à l'intérieur du carnet, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez pitonner un
Alors, voyez les coupons. Les coupons sont de couleurs différentes et chaque couleur correspond à un produit. Alors, ça peut être ça pour le sucre, ça pour la farine, c'est ça. Et quand vous allez faire vos achats, s'il vous plaît, madame, quand vous allez faire vos achats, vous payez, mais vous devez aussi produire vos coupons. Si vous n'avez pas de coupons, vous n'aurez pas, même si vous avez 2 fois, 3 fois l'argent, vous n'aurez pas la marchandise. Vous êtes rationné, contentez-vous de ce que le gouvernement vous offre. Point à la ligne. Et c'était sanctionné quelqu'un qui, par exemple, qui avait volé un carnet de rationnement ou qui avait trouvé un carnet de rationnement ou qui avait un carnet de rationnement qui n'était pas à son nom. C'était sanctionné, c'était passible d'emprisonnement. Il y avait des amendes d'emprisonnement, c'était très sévère. Et vous voyez ici, c'est un carnet semblable, mais lui, c'est pour de l'essence. Alors, l'essence a été très rationnée pendant la guerre. Donc, on a fait le front économique, on a fait le front domestique, on va faire maintenant le front militaire. Bon. Pendant la guerre, il va y avoir des bataillons féminins dans l'armée. Je vous dis en partant, il y avait certains avantages et il y avait certains désavantages pour les femmes à s'enrôler dans ces bataillons-là. Au départ, le gros des avantages, c'est une question de réputation. Et particulièrement pour les Canadiennes françaises, dans l'armée, on disait les French girls. C'était carrément les filles à soldats qui nous arrivent. Donc, en partant, les Canadiennes françaises ne sont pas nécessairement très respectées dans l'armée. Il y avait un certain mépris. Et évidemment, tout se passait en anglais. Il n'y avait pas un mot de français là-dedans, donc il fallait que tu débrouilles. Mais il y avait aussi certains avantages, comme par exemple, tu pouvais aller communier après avoir mangé. Ça vous rappelez qu'à l'époque, il fallait ça, on veut faire ça. Et tu pouvais manger de la viande le vendredi. Quand même pas rien. Hein? Alors, dans quel. On va regarder celle-là un peu. Quand on s'enrôlait, on pouvait s'enrôler dans l'armée de terre, dans la marine ou dans l'armée de l'air. Alors, si vous allez dans l'armée de terre, on demandait aux femmes une 7e année. Si vous allez dans l'armée de l'air, on vous demande une 10e année. Et si vous allez dans la marine, on ne vous demande rien du tout. Qui veut-on enrôler? On veut enrôler d'abord, principalement, ce sont des femmes célibataires ou des femmes mariées sans enfants. Mais les femmes avec des enfants, non, ça on n'acceptera pas. De 18 à 45 ans, il ne faut pas que tu sois déjà employé dans une usine de guerre. Si c'est un travail de guerre, tu gardes ton emploi, on ne t'enrôlera pas. Et tu dois mesurer tu dois mesurer au moins 1,50 m. Et évidemment, il y avait un examen médical. Il fallait la suivante. Alors, la question maintenant, c'est quand les femmes s'enrôlent, est-ce qu'elles vont au front? Est-ce que les femmes vont au front avec des armes? Non. Les femmes, que font les femmes dans l'armée? Elles sont infirmières, secrétaires, cuisinières, sténo. Donc, les emplois traditionnels des femmes, elles vont faire ça dans l'armée. Mais quel est l'avantage pour les femmes de s'enrôler? Bon, la première, et ce n'est pas négligeable, les femmes vont dire, si je m'enrôle, je peux aller apprendre un métier. Qui va pouvoir me servir après. C'est pas rien. Ensuite, ben, je vais être logé, nourri. Rappelez-moi, on sort de la crise, hein, puis il y avait eu des difficultés. Là, il y a comme une espèce de sécurité. Je vais avoir une solde. C'était peut-être pas grand-chose, mais je vais être payé. Et il y avait aussi, c'était pas négligeable, toute la question du voyage, de l'aventure. Comme une femme ici, essayez de vous imaginer une femme appelée Sibylle en 1941-42 qui dit « Est-ce qu'un jour j'irai en Europe? Est-ce qu'un jour je voyagerai? » Là, j'ai l'occasion de voyager gratuitement. Pourquoi pas? Alors, et voyez comment c'est beau, hein? Je m'enrôle, puis c'est pas « Oh, je vais y aller, puis ça va être tough. » Non, c'est je m'enrôle, c'est le sourire, c'est la joie d'aller contribuer à l'effort de guerre. J'ai l'avenir devant moi. Tu sais,
regardez le regard de cette femme-là. C'est l'espoir, c'est voir, on va contribuer. C'est beau. Envoyer un père qui félicite sa fille, là, je suis fier de toi, ma fille, tu t'enrôles. Bon, ici, on va faire vibrer la fibre historique. Qui est cette femme-là? C'est Madeleine de Verchères. Vous connaissez tout le monde l'histoire de Madeleine de Verchères, qui avait défendu son territoire contre les Iroquois. Mais on fait appel à ça. C'est une héroïne. Tu vas être comme Madeleine de Verchères. Alors, voyez, femme canadienne, servez votre pays. Ici, c'est qui? Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, c'est la femme française qui avait libéré le territoire des Anglais, qui avait aidé. Ah, on peut y aller encore. J'ai eu ma promotion, moi aussi, je suis de l'équipe. La fierté. Êtes-vous celle qui l'a laissé au pays? Vous voyez, son soupirant est parti et il est au front. Ben, je vais aller le rejoindre. Hein? Ce qu'on sait par contre, c'est que quand les femmes s'enrôlaient, elles devaient se soumettre à une série d'exercices militaires, d'exercices physiques, et semble-t-il que c'était extrêmement difficile. J'ai déjà lu un document qui disait que peut-être au moins le tiers des femmes abandonnaient le service militaire avant d'avoir complété les exercices, tellement c'était difficile, tellement c'était exigeant. Envoyer l'aventure Noël Outre-mer. C'est beau. Et que font-elles? Bon, on voit ici infirmière au front. Un autre choix. Encore. Infirmière. Vous voyez ici cuisinière. Et là, hein? ça vaut le coup de faire, hein? Donc, c'était pour les femmes, oui, on peut y aller encore une fois. Alors, c'était pour les femmes, donc, toute la période de la guerre, et ça clôt un peu le jour. Donc, vous avez vu le front économique, le front domestique, le front militaire. Maintenant, qu'est-ce que les femmes ont réalisé grâce à ça? Quel gain ont-elles fait? Alors, d'abord, pendant la guerre, elles ont obtenu le droit de vote au provincial. On est bonne pour s'enrôler, on est bonne pour aller travailler dans les usines, on est bonne pour voter. Et nous sommes la dernière province à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1940. Elles ont obtenu les allocations familiales en 1945. Et ça a été toute une bataille. On demandait que le chèque d'allocation familiale soit fait au nom de la femme. Et le gouvernement fédéral refusait. Il refusait. On va vous envoyer un chèque d'allocation familiale, mais pas au nom de la femme, vous n'allez pas gérer. Ah non, c'est pas géré. Et savez-vous qui s'est battu, vraiment vétéran, pour dire que ça va être au nom de la femme? Claire Kirkland Carter. Alors, elle, c'est absolument exemplaire de la bataille qu'elle a livrée pour ça. En plus, les femmes ont réalisé qu'elles avaient un champ d'activité élargi, c'est-à-dire que après la guerre, on ne pouvait plus dire aux femmes « toi, c'est à la maison, puis pas ailleurs ». Ouais, après ce qu'on vient de faire, on n'est pas bonne, tu ne peux plus dire ça. Et en termes aussi de considération sociale, avant, les femmes étaient très dévalorisées. Elles ne vont pas gagner l'égalité, on s'entend, pendant la guerre, mais ça, elles vont quand même bénéficier d'une beaucoup plus grande considération sociale. Et c'est le premier ministre Adélard Godbout qui, en 1940, c'est lui qui va accorder le droit de vote aux femmes. Et je vais vous dire que les femmes ont été courageuses de se battre pour obtenir le droit de vote, mais je suis obligé de dire qu'Adélard Godbout, lui aussi, a été très courageux parce qu'en le faisant, il y avait contre lui tout le clergé québécois qui était très puissant à l'époque. Il y avait contre lui des groupes sociaux qui s'opposaient au droit de vote des femmes. Le travail, l'exposé que je viens de vous faire, parce qu'en histoire, je pense que vous savez qu'on essaie de citer nos sources, a été très inspiré d'un travail magnifique qui a été fait par Geneviève Auger et Raymond Lamotte dans les années 80, qui s'intitule « De la poêle à frire à la ligne de feu ». Vous voyez, c'est un peu la publicité que je vous montrais tantôt, où elles ont relevé, elles ont fait vraiment un travail magnifique de recherche
où beaucoup d'informations que je vous ai livrées ce soir étaient dans ce travail-là, que je vous invite à consulter si jamais ça vous parle sous la main. Et beaucoup de publicités que je vous ai montrées ont été relevées par voilà qui clôt l'exposé. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais juste en terminant vous présenter Madame Couture. Oui, Madame Couture. Madame Couture a connu de façon très près la fin de la Première Guerre mondiale et son village, sa ville a été bombardée à la fin de la guerre, mais ce qui est triste, c'est que ça n'a pas été bombardé par les Allemands, je pense que ça a été bombardé par les Alliés. Quelque chose. Je vais vous laisser, je vais vous demander. Oh oui, Mme Couture, vous allez venir nous raconter ça. Monique va venir aussi, non? Oui, Monique, elle va venir. C'est intéressant parce que moi, j'ai eu l'honneur d'aller souper avec Mme Couture puis Monique Cournet, que tout le monde connaît. Puis là, on s'est mis à parler, puis moi, j'adore les histoires, mais elle était en Normandie, c'est ça? Elle avait 11 ans durant la guerre. Mais là, la seule chose qu'elle disait, mais putain, quand on voyait les avions anglais, ils nous bombardaient. Tu sais, nous autres, on allait pour les défendre, mais ces autres, on tombait dessus, là. Fait que venez donc en parler un petit peu de vous, l'autre côté, juste 5 minutes. Vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui était intéressant aussi, qu'il y avait eu un SS qui avait resté chez lui? Il y avait un officier SS. Oui, un commandant. Un commandant. Il y avait son cuisinier. Son majordome. Sa copine. Qui était bien traitée ensuite. Et bien, on avait droit au chocolat à 4 heures. Oh, je suis Toute la famille avait droit au chocolat à 4 heures. Pour ça, on n'a pas à se plaindre des Allemands. Chez lui. Oui. Il mangeait du cochon. Il y avait la vache. Il réquisitionnait les maisons qui avaient beaucoup de logements. Ah oui, Pour oui, les- tout à pour fait, les oui. meubler, hein. Oui. Et alors, nous, on avait 3 chambres. Ah. C'était pas à nous, mais Ils ils ont occupaient. des cocos. Alors, vous autres, vous allez dans la cuisine, vous dormez par terre, mais nous, on récupère le plus beau. Quoi. Vous comprenez, pour les bénéfices déjà, c'est que madame habitait une maison assez grande où il y avait beaucoup d'appartements. Et les Allemands, pendant la guerre, quand ils s'installaient dans une place, ils réquisitionnaient les maisons où il y avait beaucoup d'appartements. Hein, et on disait aux gens, vous allez vous jouer dans la cuisine ou dans la cave. Nous, on occupe vos chambres et on occupe tout pour le confort de nos soldats. Alors ça, madame a vécu ça. Mais en même temps, elle dit qu'elle a été chanceuse parce que les Allemands les ont bien traités. Elle avait son chocolat à 4 heures. Oui. Oh, quand même. Avec du pain frais, parce qu'ils avaient leur boulanger. Il y avait toujours l'intendance qui suivait. Hein. Oui, oui, oui. Les chars et tout ça. Donc il fallait les nourrir, ces soldats-là. Absolument. Hein. Alors ils allaient chercher des bestiaux. D'abord, ils ont amené un mouton. Ils ont tué, évidemment, pour donner à manger. Après, c'était un veau. On se demandait juste où ça allait aller. Après, c'était une vache, mais il fallait la traire, la vache. Et nous, on ne savait pas. Il ne savait pas comment faire une vache. Non. Alors, il y avait un capitaine qui, en Allemagne, était fermier. Oui. Alors, ils l'ont pris, puis c'est lui qui trayait la vache. Alors, c'est pour ça qu'on avait du chocolat à 4 heures. Combien de temps ça a duré? Ah ben là, je me rappelle pas, hein, j'avais 11 ans. Elle avait 11 ans. J'avais pas la notion du temps. Hein. Alors, un matin, là, il a fallu s'en aller. Il fallait évacuer. Parce que l'armée arrivait, les tanks et tout ça, et il fallait évacuer plus loin. On est parti, je sais pas, à 30 ou 50 km, je sais pas. Mais on se faisait bombarder pareil. Ben oui, c'est ça. Ben oui, on Par était... les Alliés, c'est les Ben Alliés. oui. Évidemment, il y avait les tanks qui suivaient et qui bombardaient les avions, mais c'est ça. Ben, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui se passe. La Ben oui. population civile se faisait tuer autant Oui. dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Là. C'est comme Mme Couture,
oui. C'est que les autres, ils voulaient qu'ils sortent avec son frère. On s'en allait dans un autre village, mais on se faisait bombarder. Oui. Pareil, parce que ce qui s'est passé, nous, Eric qui se souvenait aussi des maisons, et cette maison-là, elle était à côté d'une école. Et il s'était aperçu, les avions, que dans cette école-là, il y avait des enfants, ils s'en servaient pour la Croix-Rouge, mais ils avaient vu que dans les camions, il n'y avait pas que des blessés. Il y avait des soldats et puis des armes. Ouais. Alors là, ils ont bombardé l'école. Alors nous, on a été bombardés aussi. C'est quoi l'endroit où madame restait? C'est quoi l'endroit? Dans quelle région? Dans Normandie? En Normandie. Normandie, Ok. ok. Dans quel village? Le village, ben, moi j'habitais Falaise. Falaise? Est-ce que c'est loin de Sainte-Mère-l'Église? L'église, disons 50 km. Quoi. Avez-vous déjà entendu parler de ce qui est arrivé à Sainte-Mère-l'Église? Je vous compte ça. C'est que au fameux débarquement de Normandie, il y a des. Vous connaissez l'histoire, vous, hein? Il y a eu un parachutage au débarquement de Normandie. On a parachuté des milliers de soldats pour essayer de libérer le territoire de France. Et il y a un parachutiste qui est tombé sur le clocher. Son parachute est resté accroché au clocher de l'église. Et en bas, c'est des Allemands, hein? Il a été fait prisonnier, mais il a réussi à se libérer, tout ça. Mais essayez de vous mettre dans la peau du pauvre homme qui est en deux Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il y a toujours, si vous allez à Sainte-Mère-l'Église aujourd'hui, il y a toujours un parachute suspendu avec un mannequin. Merci beaucoup de votre témoignage, madame. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'exposé? Oui. Ben, moi, la question est de savoir, est-ce que les femmes aussi en France étaient mobilisées de la même façon? Tout à fait, même davantage. Parce que, évidemment, en France, la conscription et la mobilisation a été beaucoup plus soutenue qu'ici et beaucoup plus rapide dès le départ de la guerre. Alors qu'ici, au départ, on ne faisait appel qu'à des volontaires. La conscription n'est venue qu'en 1942. Alors déjà, la guerre était commencée depuis 1939, en 1942, conscription. Donc, plus la guerre s'intensifiait et plus on avait besoin de femmes dans les usines. Mais en France, là, c'était, comme le territoire était envahi, comme tout était mobilisé. Oui, oui, monsieur Bastien. Moi, comme je me méfie toujours, vous allez me comprendre, des promesses qui peuvent être faites, j'aimerais savoir. Je me méfie toujours des promesses qui peuvent être faites, puis vous allez me comprendre, puis ça va vous revenir à des choses qu'on peut promettre aujourd'hui. Le gouvernement, est-ce qu'il a tenu sa promesse? Est-ce qu'il a payé? Il avait été fait une promesse, surtout aux femmes, parce que là c'était surtout les femmes. Les hommes peut-être pouvaient s'acheter aussi des bons de la victoire. Là. Mais le gouvernement il avait promis, comment c'est quoi une promesse en politique là? Hein, c'est quoi maintenant? Avec le temps on finit peut-être par comprendre c'est quoi. Puis là, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été remboursé? Tout à fait, tout a été remboursé. Ça serait l'équivalent aujourd'hui des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Alors, c'est sur le même mode. Alors, aujourd'hui, c'est comme cet argent-là que tu prêtes au gouvernement. Si tu vas le récupérer, tu vas retrouver les intérêts tels qu'entendus. C'était non discutable, non négociable. C'était une relation d'affaires. Mais oui, ça s'est fait, effectivement. Moi, je voudrais savoir, dans les usines d'obus, c'était dangereux? Y avait-tu des accidents? Bien, écoutez, non seulement c'était dangereux, je vous dirais que c'est encore dangereux. Je ne sais pas si vous connaissez l'usine Expro à Joliette. C'est une usine qui est fabriquée, qui est spécialisée dans la fabrique d'armement. Régulièrement, on entend que l'usine a sauté. Oui, c'était très dangereux. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents? Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est documenté, mais oui, c'était dangereux et c'est sûr qu'il y avait des accidents. Et c'était une époque, et pensez-y, là,
où la question de la sécurité au travail est absolument laissée de côté, parce que l'important, c'est de produire rapidement, et la question de ta sécurité, de ta santé au travail est absolument secondaire par rapport à l'effort que tu dois fournir. C'était le rythme de travail soutenu. Le travail en perdait pas du tout. C'est ça, c'est comme aujourd'hui. Les accidents qui étaient tenus secrets. Il est pas, et je pense que ça serait... C'est peut-être que la question est documentée, là, mais ça doit être très difficile d'avoir une documentation bien à jour là-dessus. Sandrine Boucher, Chartrand pour amener... Absolument. Absolument. On a le même respect pour l'homme. J'aimerais savoir, il y a des madames ici, vous avez connu la guerre, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Vous autres, appelés civils durant la guerre, Moi, je me rappelle très bien des coupons. Ouais. Tout ça, oui. J'étais étudiante. Vous étudiez? Oui. La restriction, je me rappelle, la privation qu'on avait à vivre. Là. OK, mais appelés civils, c'était juste ça. Oui, pour Des moi, environs. c'est à nos parents que ça me... Puis il y avait à manger autant, il n'y avait pas de privation. Il y avait de la privation dans ça, le beurre, le sucre, le pain. Très limité. Est-ce que vous en gardez un souvenir difficile? Ou un souvenir que non, on faisait l'effort volontiers? C'est pas trop difficile, ça devait être nos parents. Oui. C'est ça, oui. Oui. Moi, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Non, monsieur. On va laisser la dame. Allez-y, madame. Ben, juste une petite chose, ma mère m'a déjà parlé que le gouvernement distribuait des graines de semences aux gens de la ville, puis les parterres à l'avant, il fallait que ce soit des jardins. Effectivement, j'aurais dû le préciser. On demandait aux ménagères, tu sais, dans l'effort de guerre, on dit aux ménagères, faites votre petit jardin de guerre. Ça veut dire que tu consommes des carottes, des patates, tout ça, où tu les achètes? Ben, je les achète au marché public. Ne fais plus cela. Les carottes, les patates, tout ça, on en a besoin pour le front. Alors, fais pousser ce que tu consommes, produis-le. En fait, ton petit jardin de guerre, exactement comme vous le dites. Parce que nos parents faisaient des jardins. Ben voilà. C'était une pratique déjà. Oui, monsieur. Oui, j'étais beaucoup de beurre dans le fleuve. Je suis allé en allant en race, puis on jetait. J'ai jamais entendu parler de ça, désolé, je ne peux pas répondre à votre question. Mais vous, en France, Mme Couture, est-ce que vous ne devez pas avoir d'agriculture? Si vous étiez bombardé tout le temps, Oui, mais on est bombardé quand ouais, mais les cultivateurs, des semences, en avait-tu? Oui. Oui? Oui, moi, j'étais à la campagne, il n'y avait pas de différence. Il y a eu la différence quand ils ont débarqué. Ça arrivait, la troupe arrivait, les tanks, les camions, tout ça. Là. Mais avant, S'il n'y a pas d'autres questions, on serait prêt à conclure? Okay, ben, moi, je veux vous remercier. Vous avez été un public absolument adorable, attentif et intéressé. Mais mon Dieu, c'est merveilleux pour quelqu'un qui a une présentation à faire. Des publics comme vous autres, on en prendrait deux. On en prendrait 13 à 12 ans. Parfois, j'avais envie d'avoir d'autres conférences comme ça. Je ne sais pas s'il y a des sujets peut-être qui vous intéresseraient particulièrement. Je sais bien que M. Saint-Andreau a fait déjà des filles de roi dans d'autres conférences. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Bien, on a présenté des conférences sur les filles du roi. On en a une sur la culture amérindienne avec plein de beaux objets amérindiens qui viennent de la classe musée. Et ça, on a eu un grand succès. J'en faisais une aussi sur le curé de paroisse au 19e siècle. Ça va être succulent. Ça a rappelé des choses, ça a fait sourire bien des gens. J'oubliais de vous le dire. Bertrand disait tout à l'heure que je collabore à une exposition qui s'appelle « Prendre un verre de bière
Mon Minou. C'est une exposition sur l'histoire de la bière qui se fait au sous-sol de l'école de Rang. Vous savez, la petite école de Rang, qui est de Jean-Rang Saint-Chicaud. Bon. Et on a travaillé, j'ai une collaboratrice, Linda Leblanc, qui est absolument fantastique, et nous avons travaillé en collaboration ensemble. Et quand on a abordé la question de la bière, ben, on a dit, on va parler d'abord des grands brasseurs qu'on connaît, Labatt, Molson, Opu, tout ça, bon, pour savoir qui était-il, que faisait-il. Mais la DAO, monsieur, vous avez donc raison. Ensuite, on a abordé le thème de la santé, parce que, croyez-le ou non, si vous voulez vivre vieux et heureux, buvez de la bière. Donc on a relevé ensuite, on a refait un peu l'histoire de la bouteille. Comment la bouteille, nos premières bouteilles de bière, comment étaient-elles faites et comment ça a évolué dans l'histoire, comment ça a changé. On a réussi à retrouver tout plein de publicités, des vieilles publicités télévisées. Vous vous rappelez Olivier Guimond, tout ça, bon. Alors, des publicités télévisées, mais aussi des publicités sur papier qu'on présente. On parle aussi de la loi. Vous savez, les référendums, il n'y en a pas juste sur la souveraineté. À Victoriaville, il y a eu au moins 4 référendums sur l'alcool, sur la prohibition. Alors, c'est pas rien. Donc, on relève un peu ça. De quoi on parle aussi? J'en ai oublié un. Ah oui, la tempérance. Vous savez que dans notre histoire, la croix de tempérance. On a retracé des curés. Avez-vous déjà entendu parler de Chiniki? Avez-vous déjà entendu parler de Chiniki? Non. On a retrouvé 3 curés particulièrement zélés. Il y en a un qui s'appelle le père Hugolin Lemay, qui est absolument déchaîné. Je vous jure, c'est pas drôle. Et ce qu'il dit sur les femmes en boisson, là, oh, un homme qui boit, c'est pas beau, mais une femme qui boit, c'est terrible. Alors, il y avait Hugolin, il y avait Chiniki, et il y avait un curé à Victoriaville, le curé Suzard, qui était reconnu pour livrer dure bataille aux consommateurs de boissons alcooliques. Et on a finalement aussi relevé un peu d'humour autour de la bière, des gens qui ont eu des phrases un peu comiques, un peu drôles sur la bière. Alors, je vous invite. C'est quoi les heures d'ouverture? Ça va être à partir de la Saint-Jean-Baptiste. Et on va faire une conférence. Je ne suis pas capable de vous répondre, c'est vrai. Mais ça va se faire à partir de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Je pense que c'est jusqu'au 5 septembre. Jusqu'au 5 septembre. Et c'est de quelle heure à quelle heure là-dessus? Je n'ai pas la... Ça va être dans les journaux. On fait une conférence de presse mercredi prochain. OK, ça va être dans les journaux. Ça va être très bien. Merci encore et bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Diane, c'est elle qui est un peu l'initiative. Moi, je suis une passionnée d'histoire. D'une formule comme ça, de conférence. Alors, si vous avez le goût que ça se fasse, soit l'année prochaine, ou en tout cas, on pourrait peut-être choisir un autre sujet, puis... J'arriverai à l'heure. Ça va?